micros, vos caméras. Alors, pour précision, ce webinaire sera rediffusable. Il est en cours d'enregistrement sur tout ce qui va être présenté et dit à cette présentation qui durera 1 heure, puisqu'on a prévu un créneau de 14h à 15h pour vous parler de cette obligation nouvelle, même si elle commence à avoir quelques mois, qui vous est faite de tracer les expositions de vos salariés qui seraient exposés à un certain type d'agents chimiques qui sont des agents avec des propriétés cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. Donc, si vous êtes d'accord, on va lancer la présentation. Je rappelle que vous avez un chat sur lequel d'ailleurs un certain nombre d'entre vous écrivent. Vous pourrez poser vos questions. Nathan va s'occuper du chat et prendra vos questions et nous y répondrons plutôt en fin de présentation si vous êtes d'accord. Toujours est-il que si nous n'étions pas complets ou si vous aviez des questions qui arrivaient par la suite, nous restons vos interlocuteurs à OPSAT pour répondre à toutes vos interrogations et accompagnements. Nous en reparlerons en fin de démarche. Donc, si vous êtes d'accord, on y va. Alors, il y a un décret qui est sorti, c'est le décret 2024-307 qui est paru le 4 avril 2024, qui fait obligation à l'employeur, en tenant compte de son évaluation des risques, transcrite dans le document unique, de tenir actualisée une liste de travailleurs exposés à des agents chimiques, comme je vous l'ai dit, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Nous reviendrons après sur ces notions. Cette liste indique pour chaque travailleur les substances. Alors attention, c'est important, hein, on ne parle pas des produits, c'est-à-dire il ne s'agit pas de la peinture qui peint tout de tel fournisseur, hein, il s'agit d'identifier la substance, là ou les substances auxquelles sont susceptibles d'être exposés vos salariés. Et quand vous avez les informations, ça va être de préciser la nature, la durée, le degré de l'exposition, donc toute l'importance revêtue par l'évaluation du risque dans le document unique et plus précisément sur celle du risque chimique. Non, ce n'est pas normal si vous n'avez pas le son, vérifiez vos haut-parleurs, est-ce que vous avez sectionné les bons, mais normalement, vous devriez pouvoir m'entendre. Alors, l'employeur est tenu d'établir une liste de salariés exposés à ces agences CMR, et comme je vous l'ai dit, préciser nature, degré et durée d'exposition. Alors, première question, hein, on a vu qu'il y avait un certain nombre d'entreprises qui étaient inscrites à ce webinaire, dont le secteur d'activité ne présume pas d'une exposition à de telles substances. On va préciser de quoi on parle quand il s'agit de substances dites CMR. Alors, une substance est dite cancérogène quand elle peut provoquer ou favoriser l'apparition d'un cancer. Quand on parle d'un produit qui est mutagène, il s'agit d'une substance qui est en capacité d'entraîner une ou plusieurs modifications au niveau du patrimoine génétique de l'individu, bien sûr homme ou femme, c'est-à-dire qu'on va avoir carrément une modification de l'ADN. Et qui dit modification de l'ADN dit automatiquement, en cas effectivement de descendance, hein, le fait d'avoir des enfants, il y a une transmission du patrimoine génétique qui se fait bien entendu à ce moment-là. Et s'il y a une altération du patrimoine génétique de l'individu, eh bien, cette altération sera transmise à la descendance, avec les conséquences que l'on ne connaît pas, que l'on ne peut pas présumer par avance. Et enfin, dernière catégorie de produits dont les effets sont moins désirables, eh bien, il s'agit des reprotoxiques, et les produits reprotoxiques peuvent altérer la fertilité de l'homme ou de la femme et ou causer des malformations chez le fœtus. Hein. Donc là, on comprend bien que c'est l'aspect reproduction humaine qui est en jeu avec ce type de produit. Alors, côté réglementation, retenir que le Code du travail définit 2 catégories de CMR, de produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. D'un côté, nous avons les CMR dits avérés, qui relèvent d'un décret qui date, hein, puisqu'il s'agit du décret 2001-97, qui est du 1er février de l'année 2001,
des articles 44.12, 59 à 93. Et puis, de l'autre côté, on a les CMR dits suspectés et qui relèvent, eux, du décret sur les agents chimiques dangereux. Ça veut dire que d'un côté, on a des agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques dont les effets sont reconnus. On sait que ces produits, on a les preuves scientifiques, médicales, qui montrent que ces produits sont en mesure d'entraîner ce type d'effet indésirable. Et puis, il y a toute une série de produits dont on suspecte ce type d'effet, mais dont la preuve scientifique n'a pas été complètement faite. Et on distingue bien, la réglementation distingue bien les produits CMR avérés de ceux suspectés, et vous verrez les conséquences pour la suite. Donc ça, c'est pour préciser les choses. Dans les CMR avérés, on a deux types de CMR. Les CMR avérés regroupent les substances qui sont CMR catégorie 1A ou 1B. Donc ça, c'est par rapport au niveau de preuve, mais ce sont des produits, des substances, des mélanges qui ont ce type de propriété. Par ailleurs, on a aussi tous les procédés qui sont définis comme procédés CMR, que nous allons vous utiliser par la suite, qui peuvent être en place dans les entreprises et qui exposent les salariés à ce même type d'effet. À partir du moment où vous serez en mesure, où vous aurez identifié ce type de substance, CMR avéré ou de process, eh bien à ce moment-là, vous, employeur, aurez l'obligation d'établir la liste des salariés exposés à ces substances. Alors, comment vous allez procéder pour établir la liste des substances CMR avérées? On va vous donner un petit mode d'emploi. Bien entendu, vous pourrez toujours vous appuyer sur nous pour travailler sur cette question. Mais la première étape, elle est incontournable, c'est celle de faire l'inventaire des produits, de tous les produits auxquels sont exposés les salariés de l'entreprise. Donc déjà, vous faites le listing de tout ce qui entre dans l'entreprise sous forme de produits chimiques. Une fois que vous avez fait cet inventaire, il vous faudra alors passer à l'analyse des fiches de données de sécurité, l'acronyme FDS. Ce sont des documents réglementaires, on va y revenir, qui doivent accompagner tout produit entrant dans l'entreprise. Une fois que vous aurez recueilli l'ensemble de ces fiches de sécurité, il faudra en faire l'analyse. Et on va vous donner quelques clés pour identifier les produits et en particulier les substances qui sont cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. Et enfin, dernière étape, il s'agira d'analyser les agents émis par les procédés de fabrication qui pourraient justement exposer vos salariés à des substances CMR. Pour très vite lever une question qui peut se poser, de quoi on parle dans ce cas-là? Vous pouvez prendre un morceau de bois. Un morceau de bois en lui-même, ce n'est pas un problème. Et à partir du moment où on va commencer à le travailler, on va commencer à l'usiner, à le poncer, on va émettre des poussières de bois. Et si le bois n'est pas cancérogène en lui-même, les poussières, elles sont classées cancérogènes. Vous voyez, quand ça peut être un process, on va en reparler, réglementaire, qui fait partie justement de cette liste de procédés CMR. Alors, d'un côté, vous allez faire l'inventaire de l'ensemble des produits chimiques. De l'autre, vous allez identifier vos process. Et ça va vous permettre d'avancer sur cette démarche. Alors, quand on parlait de fiches de données de sécurité, il faut faire la demande aux fournisseurs et il n'y aura absolument aucun problème pour les obtenir. Cette fiche de données de sécurité, elle est vraiment importante parce que quand vous prenez un bidon de produits chimiques, si je reprends la diapo précédente, vous voyez, sur ces flacons, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre d'informations. On a des pictogrammes, flammes, point d'exclamation, et on a plein d'informations qui sont écrites en tout petit. Alors, c'est une première source d'information qui est intéressante parce qu'on va connaître les propriétés du produit en lui-même. Mais on vous a dit que ce dont on va avoir besoin, c'est d'identifier les substances qui sont responsables de l'aspect CMR du produit. Et c'est la fiche de sécurité qui va nous donner ces informations-là. Donc, la FDS est un élément indispensable et qui vient très largement compléter l'étiquette des produits
que vous avez dans l'entreprise. Donc, ce document, il est constitué de 16 paragraphes, pas moins. C'est important, hein. Sinon ça veut dire que votre FDS n'est pas réglementaire, elle n'est pas dans les clous, donc les informations qu'elle vous fournira seront susceptibles d'être remises en question. Bien entendu, il faut qu'elle soit rédigée en français, hein. Il arrive qu'on ait des FDS qui sont en langue étrangère, parfois même qui ne répondent pas aux standards européens, donc ça c'est aussi une problématique. Donc rédigé en français pour une bonne compréhension du document. Et puis, et ça c'est aussi un aspect qui est important parce qu'on le voit beaucoup dans notre travail, hein. On est amené à faire beaucoup d'analyses de fiches de sécurité. Il faut que la fiche de sécurité soit le plus à jour possible. La réglementation évolue régulièrement. L'étiquetage des substances est revu régulièrement à l'échelle européenne. Et un produit qui, il y a 3, 4, 5 ans en arrière, avait un étiquetage particulier, est susceptible de voir cet étiquetage changer de par les évolutions de classement des substances qui le composent. Donc, quand on a une fiche de sécurité qui n'est pas à jour, les informations de votre fiche de sécurité, elles peuvent être erronées et vous n'aurez pas le bon niveau d'information. On a régulièrement des substances qui passent d'agents chimiques dangereux à CMR avérés. Et ça, ce sont des informations que vous devez absolument recueillir. Je vais vous citer un exemple. Il y a un produit qui était très largement utilisé sur nos secteurs, en particulier dans l'industrie métallique. C'est le trichloréthylène, hein, qui était absolument un super solvant et qui restait très longtemps comme CMR suspecté, donc pas avéré, donc ne rentrant pas dans le cadre du décret CMR. Et puis un jour, eh bien, le trichloréthylène est passé comme CMR avéré. Et là, ça a changé, ça a absolument changé la donne, puisque les obligations qui nous sont faites ne sont absolument pas les mêmes. Elles sont bien entendu beaucoup plus contraignantes sur l'aspect décret CMR que sur le décret ACD, avec une première obligation de substitution. Et pour le triclo, c'est à partir de là qu'on a commencé à le voir diminuer en termes de consommation, d'utilisation dans les entreprises de notre région. Alors, effectivement, on va vous demander cette mise à jour de moins de 5 ans, si possible. Si le fournisseur ne vous en fournit pas, bon, c'est un petit peu étonnant, hein, parce que finalement, si les informations n'ont pas changé dans la fiche de sécurité, il doit s'en assurer. Hein, il n'y a pas eu d'évolution sur les substances qui sont en question. Donc, c'est à lui ensuite de revoir aussi la date de mise à jour, tout simplement, de son document. D'accord ? Bien, je continue. Donc, vraiment, c'est un document important. Et retenez bien en français 16 rubriques et le plus à jour possible pour qu'on puisse faire confiance à l'étiquetage qui nous est fourni. Mais j'en reparlerai un petit peu plus tard parce que de notre côté, nous avons des points de vigilance, des garde-fous qui nous permettent de faire des analyses critiques des informations qui nous sont données. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait les CMR avérés d'un côté, qu'on avait des CMR suspectés de l'autre, que dans les CMR avérés, on avait deux grandes classes, la catégorie 1A, la catégorie 1B. Bon, bah, c'est bien gentil, mais maintenant, comment je peux les identifier? Il faut qu'on vous donne les clés. Alors, systématiquement, sur un étiquetage, quand on a affaire à un CMR, on va trouver ce pictogramme, cette silhouette qui se désagrège de l'intérieur, on va dire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi beaucoup d'entreprises, dès qu'elles voient ce pictogramme, elles disent « Ah, c'est un produit CMR, attention ». Alors, ce n'est pas le bon réflexe, parce qu'en fait, effectivement, si j'ai un produit CMR, j'aurai ce pictogramme, mais ce pictogramme peut signifier aussi d'autres choses, en particulier, pour donner d'autres exemples, ça peut signaler aussi les produits qui provoquent des allergies respiratoires, ça n'a rien à voir avec un effet cancérogène, mutagène, reprotoxique. Donc ce pictogramme, ça doit être un point d'alerte pour vous, un signal qui s'allume, pour vous dire « Ah, il va falloir aller chercher un petit peu plus loin pour voir si justement le produit n'est pas CMR ». Et là, ce sont les informations en tout petit sur l'étiquette que je vous ai montré tout à l'heure qui vous permettent d'affiner un petit peu les choses. Il va falloir aller chercher les mentions H, ce sont les mentions de danger, H hazard hein, en anglais, qui vont vous signaler si
si la substance, quand on va affiner l'analyse, est cancérogène, mutagène ou reprotoxique. Quand vous avez un produit, quand vous avez une substance qui a le pictogramme et qui a la mention H350, vous savez que c'est un CMR avéré, catégorie 1A ou 1B. On est pile poil dans l'identification de ces substances qui doivent amener l'identification de l'exposition des salariés. De la même façon, pour les anomalies génétiques, ça sera le H340. Et enfin, pour nuire à la fertilité ou au fœtus, c'est le H360. Donc, ce qui doit faire foi, ce qui doit vous permettre de bien identifier votre produit, et ensuite on le verra la substance CMR, ce sont les mentions H350 et ou 340 et ou 360. Alors pourquoi je dis et ou? Parce qu'on peut avoir une substance qui est entre guillemets simplement cancérogène, mais on a des substances qui peuvent provoquer 2 de ces effets, voire les 3, pour les pires d'entre elles. Donc voilà, vous pouvez avoir l'une ou l'autre, ou une combinaison de ces mentions H. Pour les substances ou les mélanges CMR suspectés, en fait, on va trouver les mentions H351, 41 et 61. Donc là, quand on a ces mentions-là, on a toujours ce même pictogramme, mais ce sont ces mentions H qui sont précisées. On est sur la classe des CMR suspectés, catégorie 2. On n'est plus dans le décret CMR. Une attention particulière, la mention H362 peut être nocive pour les bébés nourris au lait maternel. Il n'y a pas de pictogramme pour alerter. C'est bien la lecture des documents qui va nous permettre de l'identifier en tant que substance dans les mentions suspectées. Alors, maintenant, comment je fais dans ma fiche de sécurité? Parce que la fiche de sécurité, c'est quand même un document qui est très complexe. Je vous ai dit qu'elle comprenait 16 paragraphes. Donc, quand on va vouloir identifier les substances qui exposent vos salariés, il va falloir aller dans la rubrique 3. La rubrique 3, c'est celle de la composition, celle qui vous donne les informations sur les composants de votre mélange. C'est un peu la recette de cuisine. Vous avez les ingrédients, leurs propriétés et leur concentration. Alors, comment j'identifie mes ingrédients? Alors, on vous a entouré en rouge les informations qui sont importantes. On a là, alors on vous a appris un CMR avéré d'entrée de jeu. Vous avez une substance qui s'appelle du formaldéhyde. Alors, dans le monde de la chimie, les substances, suivant la nomenclature qu'on va utiliser, elles peuvent avoir des dénominations variées. Le formaldéhyde, c'est aussi le formol, c'est aussi l'aldéhyde formique. Donc, on peut avoir des noms assez différents, même des fois qui ne se ressemblent absolument pas. Donc, ce n'est pas forcément simple de se rattacher au nom d'une substance. Par contre, il y a une chose qui est vraiment importante, ce sont ces numéros d'identification. Donc, les numéros d'identification, ce sont les numéros qui nous permettent de retomber sur la dénomination de la substance. C'est comme un numéro d'immatriculation, on va dire. 3 numéros vraiment importants, on va dire. Il y a le numéro CAS qui est très connu. Pour le formaldéhyde, vous voyez, c'est le 50-00-0. Et puis après, on a le numéro index, le numéro EC qui nous permettent aussi d'identifier facilement donc le formaldéhyde. Donc, ce sont ces informations-là qu'il va falloir aller chercher dans la rubrique 3 de la fiche de sécurité pour identifier la substance qui pourrait être CMR. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour savoir si la substance est CMR, on va chercher les mentions H, 350, 340 ou 360 pour savoir si j'ai affaire à un CMR avéré. Alors, vous voyez le formaldéhyde, il a pas mal de mentions H, 301, 311, 314. Tout ça, ce sont des effets de toxicologie vis-à-vis de la santé humaine, sur des irritations, sur des allergies que peut provoquer le formaldéhyde pour la peau, pour les yeux, etc. Donc, chaque mention H précise un caractère de danger de la substance. On s'aperçoit qu'il est H341, donc il est mutagène catégorie 2, donc ça commence déjà à être lourd. Et on a H350. Donc là,
À partir du moment où j'ai le H350, je viens d'identifier une substance qui est cancérogène avérée dans le produit qui est dans l'entreprise. Donc, je sais que les salariés qui utilisent ce produit sont exposés à cette substance et il va falloir justement travailler sur la traçabilité de l'exposition du salarié. Si on vous fait un résumé du décret du 4 avril, à partir du moment où on identifie une substance qui est CMR, c'est-à-dire j'ai vu qu'il y avait un pictogramme et puis j'ai identifié ces fameuses mentions H, je sais que j'ai un produit CMR avéré et à partir de là, comme j'ai un produit CMR avéré, je vais déclarer les salariés exposés à la substance. Maintenant, et là c'est une difficulté particulière, vous pouvez avoir un produit qui n'est pas CMR. Donc quand je parle du produit, je parle, vous avez un flacon, vous avez un bidon par exemple, et vous n'avez pas le pictogramme CMR. Par contre, si vous faites l'analyse de la fiche de sécurité, vous allez vous rendre compte qu'il contient une substance CMR. Alors ça peut arriver dans le cas où vous avez, par exemple, enfin, c'est pas par exemple, c'est que la substance qui est CMR, elle est en faible concentration dans le mélange, inférieure à un seuil particulier précisé par la réglementation. Et à ce moment-là, comme cette substance CMR est relativement diluée dans votre produit, eh bien, le produit n'a pas, pour son étiquetage, repris cette information. Et pourtant, il y a bien une substance CMR dans le mélange. Donc là, ce qui va jouer, c'est votre évaluation du risque. C'est-à-dire que vous allez évaluer l'exposition du ou des salariés qui utilisent ce produit. Et en fonction du niveau de risque que vous allez relever par rapport à l'exposition sur ce produit, ça peut être une exposition cutanée, ça peut être une exposition plus rarement par ingestion, parce que ça fait appel à des problématiques d'hygiène, mais ça peut être aussi une exposition par inhalation. Si le risque est élevé, eh bien à ce moment-là, vous allez déclarer de la même façon les salariés exposés. Par contre, si votre évaluation aboutit à un risque dit faible, à ce moment-là, vous n'aurez pas besoin de déclarer l'exposition à la substance. J'espère que j'ai été clair sur cette question. Il y a donc un travail à faire pour identifier les produits CMR et dans les produits étiquetés CMR comme tels, je vais rechercher la substance qui est en jeu, enfin là où l'est, parce qu'un même produit peut contenir plusieurs substances CMR, ce qui me permettra de bien faire cette déclaration d'exposition du salarié. Par contre, si j'ai un produit qui n'est pas étiqueté CMR, mais qui contient une substance CMR, eh bien, à ce moment-là, c'est l'évaluation du risque chimique, qui me permettra de conclure un risque faible ou un risque élevé. Et si je suis sur un risque élevé, à ce moment-là, je ferai cette déclaration comme je l'ai précisé juste avant. Alors, je vous ai parlé des produits, des substances qui peuvent avoir ces propriétés-là. Entre guillemets, c'est facile, pardonnez-moi, c'est peut-être un peu trivial de parler comme ça, mais j'ai un document qui me permet de travailler, c'est la fiche de sécurité. Maintenant, il y a aussi tous les procédés, il y a un certain nombre de procédés réglementaires qui sont comment dire, classés comme exposants au risque CMR. Alors, c'est une liste réglementaire, il y a la fabrication d'oramine, il y a les travaux exposant au HAP, alors pardon, un acronyme, aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, présents dans la suie, le goudron, la poix, la fumée ou les poussières de houille. Donc, vous voyez que c'est quand même un secteur d'activité très particulière. Les travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et électroraffinage des mattes de nickel. Les mattes de nickel, je crois que c'est le premier produit qu'on obtient après le traitement des minerais qui contiennent du soufre. Donc, dans notre région, je n'ai jamais vu cette exposition. On a les procédés à l'acide fort dans la fabrication d'alcool isopropylique. On a les travaux exposant aux poussières de bois inhalables, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on va trouver relativement facilement dans notre industrie, quelle que soit la nature du bois, qu'il s'agisse de bois exotiques ou de bois locaux, il n'y a pas de distinction à ce sujet.
Les travaux exposant formaldéhyde dont on a parlé tout à l'heure, hein, bien entendu. Les travaux exposant à la silice cristalline. Et puis, les travaux, c'est aussi assez récent, exposant aux émissions de moteurs diesel et aux huiles moteurs qui vont exposer les salariés à du monoxyde de carbone ou à des hydrocarbures aromatiques polycycliques et donc des substances qui sont CMR. Voilà pour la liste des travaux exposant à des procédés CMR. Donc, vous voyez, il y a le travail d'inventaire sur les produits, des produits identifiés, les substances, et ensuite, il y a le travail d'identification des procédés qui vont exposer à des produits CMR. Alors, les fumées de soudure ne sont pas encore reconnues cancérogènes. Il semblerait, je devance un peu le Nathan, mais il semblerait que cela change sous peu. C'est une information qu'on nous a donnée récemment dans un congrès de spécialistes en toxicologie. Bien. Alors, analyser les produits émis, hein, c'est repérer les agents émis potentiellement CMR par le biais, encore une fois, on le répète, mais l'obligation qui est faite depuis 2001 de faire le document unique d'évaluation des risques, c'est la pierre angulaire de toute votre prévention à les entreprises. Donc, cette obligation est faite à l'employeur dès qu'il y a un salarié embauché. Il s'agit, bien entendu, d'identifier les dangers auxquels sont exposés vos salariés et d'arriver à faire une cotation du risque, qui est la conjonction du danger avec l'exposition de vos salariés, pour établir une hiérarchie des risques dans l'entreprise et à l'établissement d'un plan d'action. Pour rappel, je crois qu'on avait fait un webinaire hier sur les accompagnements au document unique par OPSAT. C'est un webinaire qui est aussi revisionnable sur notre site. Bien entendu, de l'évaluation du risque chimique. Hein. Alors, l'évaluation du risque chimique, elle passe de toute façon, quoi qu'il en soit, par l'identification, l'inventaire des produits, le travail sur les fiches de sécurité, et puis ensuite l'étude des conditions de mise en œuvre. Comment je les utilise, quels sont les équipements de protection qui sont là, qu'il s'agisse de protection collective, qu'il s'agisse de protection individuelle. Ça peut passer par des campagnes de prélèvement d'air dans les ateliers, des campagnes de prélèvement biologique, ce qu'on appelle biométrologie. Mais l'évaluation du risque chimique, c'est un prolongement du document unique. Je dirais que c'est une partie intégrante de votre document unique quand vous avez identifié le risque chimique comme présent dans votre structure. DURP, oui, document unique d'évaluation des risques professionnels. Alors, qui peut avoir accès à la liste? Quand vous aurez établi la liste des salariés exposés, eh bien, elle est bien entendu accessible aux salariés qui sont exposés. Elle doit être anonymisée pour être accessible à l'ensemble des travailleurs et aux membres du CSE. La liste doit être communiquée, et ce, à chaque actualisation, au service de prévention et santé au travail pour alimenter le dossier médical en santé au travail des MST des salariés. Donc, globalement, pour faire simple, vous devez nous l'adresser. Nous devons être au courant. Alors, ce n'est pas simplement pour être au courant, mais pour nous, il s'agit d'adapter au mieux le suivi médical de vos salariés. Il y a des choses qui se font en cours de vie professionnelle quand on est exposé au CMR. Bien entendu, comme c'est une exposition particulière, ils sont en CIR, en surveillance individuelle renforcée, donc la périodicité des visites, elle n'est plus la même. Hein. Elle est bien entendu beaucoup plus fréquente. Et puis, ça nous permet aussi d'adapter non seulement le suivi médical, mais aussi des conseils de prévention qu'on pourra être amené à vous donner, voire même vous contacter pour travailler avec vous, pour voir si vous avez des besoins en termes de prévention des risques pro sur cette question en particulier. Bien entendu, on a une obligation de conservation des documents de 40 ans. Comme je vous l'ai dit, un salarié sur cette liste est déclaré en CIR. C'est vous qui faites la déclaration en CIR. Hein. Nous, on peut vous conseiller, on peut vous donner le conseil de le faire si ça n'a pas été fait, mais c'est vous qui devez avoir à l'action
auprès du service de santé pour faire cette déclaration de suivi individuel renforcé pour la question qui nous occupe aujourd'hui, pour l'exposition aux agents CMR avérés. Donc, on répète, bénéficier d'un suivi individuel renforcé au regard du Code du travail. Alors, comment faire? Donc, vous avez une plateforme, vous avez un espace sur notre site internet sur lequel vous faites votre déclaration d'effectifs, classiquement, mais vous avez bien entendu la possibilité, c'est prévu dans le tunnel de déclaration obligatoire des effectifs que vous avez dû faire récemment, puisqu'on n'est encore pas très très loin du début d'année. Vous pouvez faire cette déclaration CIR. Hors parcours DOE, bien entendu, dans votre espace, vous avez la possibilité de déclarer un salarié CIR et de préciser l'exposition aux substances qui sont en question. Bien entendu, une fois que vous avez fait cette déclaration, nous avons l'information qui nous arrive directement, nous, au service de santé et aux professionnels qui s'occupent de vous, médecins, infirmières, de santé au travail et assistantes médicales. Bien entendu, notre espace PADOA garantit la conservation des données sur un espace numérisé. J'espère que je ne vais pas trop vite, que tout est bien suivi. Nathan, il y a beaucoup de questions? Non, ça va, j'arrive à répondre en temps réel. Il y avait une question sur les fluides d'usinage également. Ah, les fluides d'usinage. Là aussi, effectivement, sur les fluides d'usinage, c'est une question particulière parce que ce qui va nous intéresser dans un premier temps, encore une fois, c'est la fiche de sécurité du fluide d'usinage que vous allez utiliser. On sait qu'on a les huiles entières, on a les fluides à queue, mais on a toujours une fiche de sécurité d'entrée de jeu. Donc, le travail d'analyse de la fiche de sécurité reste bien entendu d'actualité. Donc, on va déjà s'intéresser à savoir si le fluide d'usinage est étiqueté CMR ou pas, et où est-ce qu'il contient une substance CMR. Alors, jusqu'à très récemment, enfin, il y a eu toute une époque où on avait des huiles qui étaient CMR, parce que contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ces huiles ont été très raffinées, on va dire, par les fabricants, et on est arrivé à avoir des huiles qui n'étaient plus étiquetées CMR, on n'en voyait plus. Alors, c'est bien pour un produit qui est neuf. On a montré, les gens qui font de la prévention, on a même eu une communication, nous, à l'échelle nationale, faite par l'ancien service Nord-Franche-Comté, qui est intégré à OPSAT aujourd'hui, qui montrait qu'on pouvait avoir des huiles qui, dans le temps, s'enrichissaient en hydrocarbures aromatiques polycycliques, voire même qui, après récupération, étaient réaffinés par les fournisseurs, mais qui pouvaient quand même contenir des teneurs en HCP qui étaient problématiques. Donc la problématique, c'est qu'on peut avoir finalement une huile au départ qui n'est pas CMR, mais qui, dans le temps, du fait de son vieillissement, de son non-remplacement, de conditions particulières d'utilisation, finit par s'enrichir en composés qui sont CMR. Et ça, je le dis aussi bien pour les huiles entières que pour les huiles solubles. Par ailleurs, ne pas oublier que, bien entendu, on usine des métaux et que certains de ces métaux peuvent présenter des propriétés CMR. Et à ce moment-là, la problématique va se reposer. Donc là, typiquement, c'est l'évaluation du risque qui va parler. Une fois qu'on s'est bien assuré que les huiles ne sont pas CMR d'entrée de jeu. Je dis ça parce que récemment, on a eu, en l'espace de 15 jours, 3 entreprises qui utilisaient une même huile et cette huile était classée reprotoxique avérée. Et ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps. C'était une surprise. Et l'alerte, on l'a eu par le regard attiré par un pictogramme, puisque ça m'est arrivé en entreprise. J'ai vu cette silhouette sur un bidon d'huile, ça m'a interpellé. J'ai regardé les mentions H. J'ai vu une mention H CMR avérée. Donc, on est passé à l'étude de la FDS, ça s'est confirmé. Et j'ai une collègue qui a aussi étudié des FDS qu'on lui avait fournis pour des huiles d'usinage et qui étaient étiquetées CMR aussi.
Donc oui, attention sur les huiles d'usinage. On peut avoir soit une huile qui est d'entrée de jeu CMR, soit alors qui va peut-être, du fait des conditions d'utilisation, elles sont à expliciter, vieillissement, renouvellement, etc., pollution, devenir CMR. Et à ce moment-là, vous avez des gens qui sont exposés. J'espère avoir répondu correctement à la question. Donc là, moi, ce que je vous propose, et j'espère que ça va fonctionner correctement, c'est d'aller vous montrer sur notre espace Padoa. Donc là, on va aller sur votre espace, on va dire, sauf que ça sera une entreprise fictive. Voilà, me revoilà. Excusez-nous pour ce petit contretemps. Il y a eu un souci sur l'ordinateur de M. Folio. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez m'indiquer dans le chat? Oui, super. Merci. Alors, je vais essayer de reprendre la main. Je vais essayer de partager mon écran, voir si ça fonctionne et vous montrer le tunnel de déclaration et comment indiquer donc les expositions CMR pour vos salariés. Le partage d'écran, il est ici. Je fais. Alors moi j'ai un partage d'écran. Est-ce que vous pouvez tous voir mon écran à l'heure actuelle? Super, merci pour vos réponses. Donc, nous sommes ici sur la déclaration d'un adhérent, des effectifs d'un adhérent. Alors, je vais revenir sur le tableau de bord. Voilà. Lorsque vous êtes sur le portail OPSAT et sur votre portail OPSAT de votre entreprise, vous devez normalement arriver sur ce tableau de bord et vous pouvez, depuis ce tableau de bord, gérer votre effectif. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour aller ajouter des informations sur la traçabilité des expositions CMR de vos salariés. Donc, en cliquant sur « Gérer mon effectif », ou en haut, en cliquant sur « Effectif », vous arrivez sur la liste de vos salariés. Les services sécurité ont-ils accès à ce portail? Ou uniquement le RH? Alors, ça dépend. Ça dépend. En termes d'accès, normalement, principalement, ce sont les RH qui ont accès à ce portail, mais vous pouvez demander au RH ou à l'administrateur de votre entreprise, donc ça peut être le patron, ça peut être les services RH, de vous ouvrir les droits pour pouvoir réaliser cette déclaration. Sachant qu'il y a plusieurs types de profils différents et que vous pouvez avoir la main sur ces déclarations sans avoir la main sur la partie administrative, règlement des factures liées à l'OPSAT. Donc vous pouvez avoir un profil qui est justement préventeur. Alors, si vous disposez d'une infirmière dans votre entreprise, effectivement, elle peut être amenée à le faire si elle a les informations. Ça peut être le RH, ça peut être si vous avez une personne chargée en prévention, la personne chargée en prévention, ou si vous êtes une TPE-PME, ça peut être le directeur, le gérant de l'entreprise qui le fait également. Ou ça peut aussi être le service de santé au travail qui fait l'analyse des fiches de données de sécurité, qui vous rend la liste, mais ça ne sera jamais à nous d'aller indiquer ces informations sur votre déclaration, parce que la déclaration, réglementairement, dépend de votre entreprise, donc on n'a pas le droit d'ajouter des informations sur cet onglet. Donc, si je reprends, s'il n'y a pas de questions supplémentaires par rapport à Padoa, si je reprends, lorsque vous êtes sur la liste des salariés, on va voir déjà le premier cas, qui est le cas où vous souhaitez ajouter un salarié en suivi individuel renforcé pour une exposition à des produits chimiques. Par exemple, si je prends Madame Clélia Dubaï ici, et que je veux indiquer qu'elle est en CIR CMR, donc CIR pour exposition à des agents CMR avérés. Je peux soit aller dans la fiche du salarié et modifier la situation de travail et suivi en cliquant sur l'icône du crayon. Et là, j'ai toutes les situations de travail qui sont réglementairement CIR ou pas. J'ai aussi d'autres situations de travail que je peux trouver intéressantes à indiquer au service de santé pour le suivi des salariés. Vous avez par exemple
ici, manipuler ou être exposé à des produits chimiques avec toutes les expositions qui sont déclarables en CIR, donc exposition au plomb dans les conditions prévues à l'article 44.12.160, ou alors exposé aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, mentionné à l'article 44.12.60. C'est ici l'exposition qui nous intéresse. Donc si je la sélectionne et que je l'enregistre, hop, l'information a été mise à jour. Madame Clélia Dubail est normalement désormais CIR-SEMER. On est disponible auprès du service adhérent de l'OPSAT. On n'a pas forcément de procédure actuellement disponible pour vous l'envoyer sous forme de brochure, mais on va pouvoir faire ça. Je le note et on vous l'enverra dans les semaines à venir, cette semaine ou la semaine prochaine. Procédure de déclaration. Bonne remarque, monsieur. Donc, Madame Clélia Dubail est désormais en suivi individuel renforcé pour exposition à des CMR. Et pour aller indiquer quelle est la substance, il faut que j'aille dans prévention, substance chimique, ou alors dans affectation d'exposition, qui permet de faire d'un coup d'un seul l'affectation à plusieurs CIR pour les salariés. Donc, si je vais dans prévention et substance chimique, voilà. Oui, bien sûr, la présentation elle sera disponible. Hop, la présentation. Le replay sera disponible puisqu'on est en train d'enregistrer et on vous l'enverra également par mail. Donc, on vous enverra un lien pour la visionner parce qu'on ne vous enverra pas le fichier. Donc, si je vais dans prévention et substances chimiques, je retrouve tous les salariés qui sont CIR-CMR. Uniquement les CIR-CMR. Attendez, je vais essayer de répondre aux questions en même temps. Alors, monsieur Ducoing, pour les prestataires de services, l'exposition de vos salariés, elle est à expliciter dans les plans de prévention que vous signez avec les entreprises qui font appel à vos services. Donc, si je veux aller indiquer maintenant les substances auxquelles sont exposés les salariés, je vais dans ajouter une substance en face de mon salarié, par exemple Mulublu. Si je veux lui ajouter une substance, je clique sur ajouter une substance et j'arrive sur un onglet qui permet soit d'ajouter une substance, soit un procédé, ce dont parlait M. Follu tout à l'heure. Donc, ces procédés, la liste, elle est finie, elle est exhaustive, elle est indiquée dans le code du travail. Donc, par exemple, là, c'est quelqu'un qui travaille avec du formaldéhyde. Je clique sur travaux exposant au formaldéhyde et j'enregistre. Et vous voyez, Madame Blu est déclarée comme un salarié exposé au formaldéhyde. Madame Ponceau, on regardera vos accès à Padoa et puis on essaiera de vous en faire un en direct. Hop. On peut faire la main dessus. Et si je veux aller ajouter des substances, donc des substances qu'on a identifiées dans le fiche de données de sécurité, en cliquant sur substance, je peux aller rechercher les substances par numéro CAS, par exemple. Donc le numéro CAS, c'est l'indicateur standard des substances chimiques. Donc là, en tapant le 50000, je tombe sur le formaldéhyde, par exemple. Je peux le rechercher par nom. Formaldéhyde également. Je peux rechercher le plomb. Hop. Et je peux aller sélectionner donc les substances auxquelles sont exposés mes salariés. Attention cependant, cette liste, ce menu déroulant sur Padoa contient également des substances qui ne sont pas CMR. C'est pas parce qu'on va taper par exemple acétone, l'acétone apparaît, c'est pas pour autant que l'acétone est CMR. Il faudra bien faire attention de faire votre liste en amont et de sélectionner que les substances qui sont effectivement CMR. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre la nature de l'exposition.
Donc ça fait partie de votre évaluation du risque. Vous devez normalement faire apparaître ces informations dans votre document unique d'évaluation des risques, mais si vous souhaitez l'ajouter sur la déclaration PSAT, vous le pouvez. Donc là, par exemple, c'est par inhalation et contact cutané. Vous avez un degré d'exposition, comme par exemple, Monsieur Caillot, vous me parliez d'essence et de plein des véhicules. Ben là, simplement, vous pouvez le noter. Donc, exposition supposée lors du plein à la pompe des véhicules. Bien sûr, il n'y a plus de plomb et il n'y a pas de formaldéhyde dans l'essence, mais c'est pour l'exemple. Hein. Durée d'exposition, bon, bah, voilà, si vous souhaitez l'indiquer, vous pouvez l'indiquer. Par contre, ce qui est intéressant d'avoir aussi, c'est le début d'exposition, c'est-à-dire que si le salarié commence à travailler avec le produit que depuis une ou deux années, vous pouvez l'indiquer comme étant exposé depuis le 1er janvier 2024, pardon. Et si vous avez une fin d'exposition, vous pouvez la noter aussi. Nous, ça nous permet de savoir combien de temps le salarié a été exposé au produit. Non, il n'est obligatoire, Monsieur Holbein, excusez-moi si j'écorche votre nom, de n'indiquer que les substances. Le reste, la nature d'exposition, le degré d'exposition, les commentaires sont facultatifs. Et lorsqu'on enregistre, on a donc ces substances qui sont indiquées pour le salarié. Si vous réussissez à modifier, donc à substituer un produit qui est CMR avéré actuellement pour un autre qui ne l'est plus, vous devez effectivement changer salarié par salarié. Par contre, il est intéressant de garder l'information de l'exposition des salariés précédente, passée, puisque normalement la réglementation impose que ces informations soient conservées pendant 40 ans. Donc, pas forcément rétroactive, mais si à l'heure actuelle, vous savez qu'un produit CMR a été utilisé, souvenez-vous que de nous transmettre cette information sert également à ce que les équipes médicales puissent proposer le suivi le plus adapté aux salariés. Donc cette information, si vous l'avez, elle est toujours bonne à transmettre. De toute façon, l'information... Vous m'entendez, je suis revenu, gros problème informatique. De toute façon, l'information a été tracée dans nos dossiers. Donc, si la personne n'est plus exposée à une période, on sait qu'elle l'a été pendant une autre période antérieure. Cette information, elle reste disponible, bien entendu. Sachant que pour certaines expositions, il y a des suivis post-professionnels qui existent et qui sont communiqués aux salariés une fois qu'ils arrivent à la retraite. Je te laisse faire, Nathan. J'ai que la main sur le chat. Donc, je reprends. Donc, si on est à cette instance de la déclaration, si vous avez... Alors, il est possible, je réponds à votre question, Madame Ponceau, il est possible d'ajouter évidemment une substance pour plusieurs salariés en même temps, en allant sélectionner donc tous les salariés ou seulement ceux qui sont concernés par le poste et en ajoutant une substance directement. Donc là, par exemple, je vais ajouter l'acide borique en ajoutant une substance de manière globale à tous les salariés. Et si je veux aller les modifier, effectivement, il faut que j'aille dans situation de travail. Où est-ce qu'elles sont? Alors, attends. Il faut que je désélectionne. Il faut aller dans la fiche du salarié. Donc, vous avez la possibilité, une fois que c'est fait, de télécharger la liste des substances auxquelles sont exposés les salariés de manière individuelle. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc, voici le document. Donc, travaux exposant formaldéhyde et acide borique pour Madame Bleu-Lulu. Cette liste, elle est donc à transmettre à chaque salarié qui est concerné. Elle est également à transmettre au service de santé, mais si vous le faites par le biais de Padoa, on reçoit l'information. Si vous le faites d'une autre manière, il faudra penser à nous le transmettre.
donc soit au médecin du travail, soit au secrétariat du médecin du travail. Et elle est également à présenter donc au CSE, si votre entreprise dispose d'un CSE. Et elle est à inclure dans le document unique d'évaluation professionnelle des risques, mais de manière anonymisée, c'est-à-dire que la liste des substances doit être présente avec les postes, mais pas le nom des salariés. Voilà. Les noms des salariés ne sont à indiquer que lorsque vous l'envoyez aux salariés et lorsque vous l'envoyez au médecin, enfin, au service de santé au travail et au médecin du travail. Hop. Je vous indique ici le code du travail qui vous indique effectivement qu'elle est tenue à disposition des travailleurs pour les informations qui les concernent personnellement. Donc pour votre réponse, Madame Laurent, effectivement, c'est une obligation réglementaire, vous devez la transmettre aux salariés. Je vais arrêter le partage de mon écran, sauf si vous avez des questions supplémentaires. Y a-t-il des questions complémentaires concernant le processus de déclaration des substances sur Padova? Bon, très bien. Donc, suite à votre remarque, hein, on rédigera une procédure qu'on vous enverra par mail et qu'on mettra disponible sur le site de l'OPSAT également. Donc, je termine mon partage. On va reprendre la diapositive. Ce n'est pas ici qu'il faut cliquer. Ah. Olivier, je te laisse reprendre la main. Si tu veux. Donc, en quoi on peut vous être utile, nous, dans vos démarches de prévention? Alors, à pas mal de niveaux. Hein. Déjà, on peut vous aider sur l'analyse des fiches de données de sécurité. Tout à l'heure, j'ai fait référence, je vous ai dit, il peut y avoir des problèmes de mise à jour de fiches de données de sécurité. Il peut aussi y avoir, malheureusement, des erreurs dans les fiches de données de sécurité. C'est pas fréquent, hein, ça arrive. Nous, quand on fait une analyse de fiches de données de sécurité, aujourd'hui, on a à disposition plusieurs outils. On a un outil interne que certains d'entre vous connaissent depuis longtemps, qui est Empreinte, qui est un outil qui nous permet de faire non seulement l'identification des dangers du produit, savoir si la FDS précise que c'est un produit CMR, qui nous précise aussi quelle substance est CMR, mais en plus, l'outil nous permet de faire une analyse critique de la fiche de sécurité dans le sens où Empreinte va aller vérifier dans les banques de données de l'Europe, hein, on va dire, du système européen sur les agents chimiques, les cas, va vérifier que effectivement les substances ne sont pas ou sont CMR. Donc on le fait avec Empreinte. On a un outil qui est plus poussé, qui s'appelle Toxidist, qui est un outil interne au service de santé au travail et qui nous permet aussi de faire ce travail d'analyse et d'analyse critique. Autant Empreinte est un outil que vous avez aussi à disposition sur votre espace adhérent, autant Toxidist, c'est un outil qui est vraiment interne. Donc, il y a un premier travail qu'on peut faire avec vous sur l'analyse des fiches de sécurité à partir du moment où vous avez fait votre inventaire, où vous nous les avez transmises à jour, qu'elles sont conformes au point que j'ai précisé au début de la présentation. Et là, on a cet apport-là quand vous avez des difficultés pour un travail qui est quand même pas simple. Hein. Et puis, à côté de cela, on peut aussi vous aider à travailler. Alors, on a des accompagnements sur le document unique d'évaluation des risques. Hein. Bien entendu, on vous accompagne, on peut vous accompagner à faire votre document unique, mais on peut aussi vous accompagner à faire l'évaluation de votre risque chimique. Donc, à partir de l'inventaire des fiches de sécurité, à partir de l'analyse de ces fiches de sécurité, à partir de l'observation du travail, on peut travailler avec vous sur l'évaluation du risque chimique, voire même faire des campagnes de prélèvement. Alors, on fait des campagnes de prélèvement d'air pour savoir quelle est l'exposition par inhalation de vos salariés aux substances qui sont présentes dans le process, bien entendu. Oui, la sueur rentre dans les problématiques de poussière de bois.
Donc, soit on fait des prélèvements d'air, soit on peut aussi passer par des prélèvements biologiques. À ce moment-là, on va regarder quelle est l'imprégnation de salariés exposés aux produits utilisés en allant chercher, par exemple, ce qu'on appelle les métabolites, c'est-à-dire les dégradations des substances qui sont entrées dans l'organisme, dans les urines, par exemple. Ça peut être aussi par les prises de sang. Donc, ce sont des évaluations qu'on peut conduire chez vous pour objectiver le risque dans une démarche de prévention. Je précise une chose, on n'est pas là pour faire les contrôles réglementaires qui vous sont faits sur cette partie des agents CMR, mais dans une démarche de prévention pour évaluer le risque et travailler avec vous sur un plan d'action dans ce domaine, on peut tout à fait vous accompagner dans le domaine. Donc, il ne faut pas hésiter à vous tourner vers nous, hein, votre service de santé. Sur notre espace adhérent, il y a une partie où vous pouvez demander des demandes d'intervention et puis vous pouvez tout à fait nous solliciter effectivement pour qu'on vienne vous aider à faire l'évaluation de risques chimiques dans votre entreprise. On établira certainement ce qu'on appelle un plan d'accompagnement à la prévention, un PAP, de façon à travailler sur votre évaluation du risque chimique. Et c'est cette objectivation qui permettra, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on a affaire, par exemple, à des produits qui sont pas CMR, mais qui contiennent des substances CMR, objectiver la problématique de est-ce que les salariés sont effectivement concernés par cette obligation de traçabilité ou pas. Voilà, il est 15h01, je vous présente toutes mes excuses pour le problème informatique. On arrive au bout de la présentation. Dans tous les cas, si vous avez des questions, vous pouvez vous tourner vers nous. Vous pouvez passer par le site OPSAD, vous pouvez passer par votre médecin du travail, vous pouvez passer par vos interlocuteurs que vous connaissez peut-être déjà de l'équipe prévention, du pôle prévention conseil, qui sont peut-être déjà venus chez vous pour faire la fiche entreprise, pour vous accompagner au document unique, ou pour les toxicologues dont fait partie Nathan, et qui répondront bien entendu à toutes vos questions. Je vais peut-être laisser encore un petit peu de temps pour savoir s'il y a d'autres questions qui viendraient. Pour les mamoneries, pour les poussières de farine, on n'a pas de problématique CMR, on a des problématiques qui sont plutôt des problématiques d'allergie à la poussière de farine. Ça, ce sont des choses sur lesquelles on a déjà travaillé pour savoir si, justement, par prélèvement d'air, quels étaient les niveaux d'exposition du personnel dans ce type d'entreprise. Mais il n'y a pas de problématique CMR à ma connaissance dans ce domaine. Une des grosses évolutions qui nous attendent, on en a fait référence pendant la présentation, c'est sur les procédés de soudage qui pourraient passer CMR. Alors, envoyer la présentation par mail, je ne sais pas si on le fait habituellement, je sais qu'elle est revisionnable, bien entendu. Par contre, on reverra ça en interne pour voir si on peut la diffuser à l'ensemble des participants. Merci à vous. Merci, Monsieur Athias. Bon, on reste à votre disposition. On vous souhaite une bonne journée si vous n'avez pas d'autres questions. Et puis, au plaisir de vous revoir lors de nos interventions. Merci d'être venu. Et désolé pour l'incident technique. Nathan, on va couper? Oui, je pense avoir répondu à toutes les questions que vous posiez dans le chat. Si vous avez des questions complémentaires, ce que je vous propose, c'est quand même de vous laisser mon adresse mail que je vais vous mettre dans le chat. Et puis, vous n'hésitez pas à faire un mail, je vous répondrai lorsque nous aurons les réponses. Donc, si on les a rapidement, on répond rapidement. Sinon, on ira voir les informations complémentaires. Par contre, précisez s'il vous plaît de quelle entreprise il s'agit lorsque vous m'écrivez. Voilà, on vous souhaite une bonne journée, puis merci d'avoir participé à ce webinaire. Tu laisses quelques instants avant de couper, que ton adresse soit imprimée? Tout à fait. C'est peut-être pas utile de le dire.